Acte 2, scène première, un jardin, entre Maître Blasius et Perdiccand. Maître Blasius. Seigneur, votre père est au désespoir. Perdiccand. Pourquoi cela? Maître Blasius. Vous n'ignorez pas qu'il avait formé le projet de vous unir à votre cousine Camille. Perdiccand. Eh bien, je ne demande pas mieux. Maître Blasius. Cependant, le baron croit remarquer que vos caractères ne s'accordent pas. Perdiccand. Cela est malheureux. Je ne puis refaire le mien. Maître Blasius. Rendrez-vous par là ce mariage impossible? Perdiccand. Je vous répète que je ne demande pas mieux que d'épouser Camille. Allez trouver le baron et dites-lui cela. Maître Blasius. Seigneur, je me retire. Voilà votre cousine qui vient de ce côté. Il sort, entre Camille. Perdiccand. Déjà levée, cousine? J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier. Tu es jolie comme un cœur. Donc là, on a Maître Blasius qui vient pour parler à Perdiccand et pour un peu essayer de comprendre, voire de sauver le projet de mariage qui est très mal engagé. Perdiccand, lui, il va expliquer qu'en fait, il est tout disposé à épouser Camille, mais que malheureusement, c'est pas de son côté que ça coince. Maître Blasius va s'en aller et on a Camille qui arrive. Camille. Parlons sérieusement, Perdiccand. Votre père veut nous marier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois bien faire en vous prévenant que mon parti est pris là-dessus. Perdiccand. Tant pis pour moi si je vous déplais. Camille. Pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier. Il n'y a rien là dont votre orgueil puisse souffrir. Perdiccand. L'orgueil n'est pas mon fait. Je n'en estime ni les joies ni les peines. Camille. Je suis venue ici pour recueillir le bien de ma mère. Je retourne demain au couvent. Perdiccand. Il y a de la franchise dans ta démarche. Touche-la et soyons bons amis. Camille. Je n'aime pas les attouchements. Perdiccand, lui, il fait des compliments à Camille, il est toujours amoureux d'elle, il l'apprécie aussi, il essaie toujours de se rapprocher un peu d'elle. Camille, là, elle va expliquer qu'en fait, le problème ne vient pas de Perdiccand, mais simplement du fait qu'elle ne veut pas se marier, que lui ou quelqu'un d'autre, peu importe, elle ne veut pas se marier. Perdiccand accepte, il lui dit « touche-la ». Donc en fait, ce qu'il veut, c'est lui prendre la main. Lui prendre la main amicalement et parler avec elle. Elle refuse. Elle est toujours froide. Perdiccand lui prenant la main. « Donne-moi ta main, Camille, je t'en prie. Que crains-tu de moi? Tu ne veux pas qu'on nous marie? Eh bien, ne nous marions pas. Est-ce une raison pour nous haïr? Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? Lorsque ta mère a ordonné ce mariage dans son testament, elle a voulu que notre amitié fût éternelle. Voilà tout ce qu'elle a voulu. Pourquoi nous marier? Voilà ta main et voilà la mienne. Et pour qu'elle reste unie ainsi jusqu'au dernier soupir, crois-tu qu'il nous faille un prêtre? Nous n'avons besoin que de Dieu. Camille. Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Perdiccand. Il ne m'est point indifférent, Camille. Ton amour m'eût donné la vie, mais ton amitié m'en consolera. Ne quitte pas le château demain. Hier, tu as refusé de faire un tour de jardin parce que tu voyais en moi un mari dont tu ne voulais pas. Reste ici quelques jours. Laisse-moi espérer que notre vie passée n'est pas morte à jamais dans ton cœur. Camille. Je suis obligée de partir. Perdiccand. Pourquoi? Camille. C'est mon secret. Ici, Perdiccand, il insiste et il lui prend la main. Et il lui explique qu'en fait, sa mère, dans son testament, donc la mère de Camille qui est décédée, si elle a dit qu'elle voulait marier Camille et Perdiccand, c'était pour qu'ils restent unis en fait, pour qu'ils ne soient pas séparés, pour protéger leur amitié, leur affection l'un pour l'autre, pour toujours. Mais qu'en fait, ça ne tient qu'à eux de rester unis, peu importe s'ils sont mariés ou pas. Il va proposer à Camille de rester simplement en tant qu'amie en acceptant complètement sa décision de ne pas se marier,
et de passer davantage de temps ensemble, Camille va refuser. Perdican. En aimes-tu un autre que moi? Camille. Non, mais je veux partir. Perdican. Irrévocablement? Camille. Oui, irrévocablement. Perdican. Eh bien, adieu. J'aurais voulu m'asseoir avec toi sous les marronniers du petit bois et causer de bonne amitié 1 heure ou 2, mais si cela te déplaît, n'en parlons plus. Adieu, mon enfant. Il sort. Camille a Dame Pluche qui entre. Dame Pluche, tout est-il prêt? Partirons-nous demain? Mon tuteur a-t-il fini ses comptes? Dame Pluche. Oui, chère Colombe sans tache. Le baron m'a traité de pécore hier soir et je suis enchantée de partir. Camille. Tenez, voilà un mot d'écrit que vous porterez avant dîner de ma part à mon cousin Perdican. Dame Pluche. Seigneur mon Dieu, est-ce possible? Vous écrivez un billet à un homme? Camille. Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien écrire à mon fiancé. Dame Pluche. Le seigneur Perdican sort d'ici. Que pouvez-vous lui écrire? Votre fiancé, miséricorde? Serait-il vrai que vous oubliez Jésus? Camille. Faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. Elles sortent. La conversation va s'achever comme ça, on n'en apprendra pas plus sur les motivations de Camille, du moins Perdican, on n'apprendra pas plus sur les motivations de Camille. Il va exprimer son regret de ne pas passer davantage de temps avec elle, puis la laisser. Ensuite Camille va être rejointe par Dame Pluche, et là elle va demander à Dame Pluche de remettre un mot de sa part à Perdican. Dame Pluche va plutôt mal réagir, ne comprenant pas pourquoi, si Camille veut devenir religieuse, elle lui demande de remettre un billet à un homme. Oh mon Dieu, quelle horreur!